Alors, je crois qu'on t'entend. En tout cas, j'ai des sons. C'est bon. Ah, super. Voilà. Bonjour. Bon, bah, c'est normal. Il y a parfois des Tout va aléas bien. techniques. Donc, super. Bah, merci en tout cas, Alice, de participer à ce Visiotalk. Donc, j'ai un petit peu présenté Génération Zébrée avant qu'on commence. Et pour parler un petit peu du cycle de Visiotalk, alors, donc, nous, on présente les métiers et les formations. D'ailleurs, on part quelque part des métiers parce que c'est souvent ce qui donne envie. Comme on parlait tout à l'heure, Sacha, il a envie de travailler dans un domaine particulier qui lui tient à cœur. Donc, c'est l'aéronautique et l'aérospatiale, c'est bien le lieu. Et dans ce Visiotalk inspirant, on va même prendre de la hauteur pour nous permettre de nous projeter dans peut-être plus longtemps, 10, 20 ans, pour connaître les métiers d'avenir, les métiers de demain dans ce secteur-là et plus largement dans l'industrie ou dans l'informatique, enfin, dans différents secteurs, dans l'ingénierie en règle générale. Euh, et, euh, et dans nos cycles de Visiotalk inspirants, on essaie aussi de promouvoir plusieurs aspects qui nous semblent importants. Donc l'écologie notamment, c'était le sujet principal du Visiotalk de mercredi dernier. Également l'égalité homme-femme. Donc ça, c'est deux sujets qu'on va aborder un petit peu sous le prisme plus du secteur aérospatial. Mais il y a quand même des enjeux dans ce secteur pour ces deux dimensions. Donc on va en parler. Et il y aura une troisième date organisée donc, le mercredi 16 juin, toujours à la même heure, donc de 18h à 19h, avec une donc, troisième intervenante, Anaïs Georgelin, qui a fondé So Many Ways et qui va nous parler plus généralement de l'évolution dans le monde du travail et comment construire un monde du travail qui nous ressemble. Donc tout un programme. N'hésitez pas à vous inscrire dès ce soir ou un peu plus tard pour participer le 16 juin. Donc là, je vais te donner la parole. Alice, si tu peux te présenter. Merci, Morane. Donc, je m'appelle Alice. Je suis ingénieure aérospatiale à Ariane Group. Donc, c'est l'entreprise maître d'œuvre des lanceurs Ariane 5 et bientôt Ariane 6. Donc, c'est le lanceur européen. On appelle fusée du coup européenne, qui permettent de mettre à poste donc, des satellites dans l'espace. Donc, pour me présenter rapidement, donc j'ai fait un bac S parce que j'aimais bien les mathématiques. Tout simplement, je ne savais pas trop vers quel domaine m'orienter. Donc, il me fallait quelque chose d'assez généraliste. Et donc, ensuite, après un bac S, c'est vrai qu'au lycée, quand on a 17-18 ans, moi, j'étais un petit peu perdue. Donc, j'ai la chance que ma famille me conseille de le métier d'ingénieur. Du coup, il y avait plusieurs options. Soit il y a des écoles d'ingénieurs en 5 ans, avec prépa intégrée qu'on appelle. Et ensuite, soit on fait une prépa en fait hors circuit, donc une prépa, des classes préparatoires en 2 ans. Donc c'est des cours en mathématiques et en physique intensifs. Ensuite, on passe un concours, le concours des grandes écoles, pour ensuite intégrer une école d'ingénieur en 3 ans. Donc en fait, ça revient au même, ça fait 5 ans au final. Donc ingénieur, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui conçoit et fabrique des systèmes, qui ensuite va essayer de les contrôler et de les maintenir. Donc, parce que voilà, pour pas que le système se dégrade avec le temps et reste opérationnel, reste au niveau technologique qu'il faut pour ses utilisateurs. Voilà. Et du coup, après, j'ai intégré l'ENSICA, qui est l'École nationale supérieure des ingénieurs de la construction aéronautique à Toulouse. Donc, c'est une école aéronautique, donc on peut penser que c'est une école assez spécialisée, mais finalement, non, c'est très généraliste. C'est-à-dire qu'il y a des cours de mécanique, d'automatique, de physique. Bon, on ne fait plus de chimie à ce moment-là, on en fait plutôt les 2 premières années. Donc d'informatique, qu'est-ce que je peux dire d'autre, l'électronique, les matériaux, la propulsion. Enfin, vraiment, c'est pour dire qu'il y a vraiment tous les domaines. Et ensuite, on en choisit un ou deux qui nous tiennent à cœur pour ensuite, avoir une première ligne directrice pour se lancer dans le monde du travail. Donc moi, j'avais choisi traitement du signal et traitement de l'image. En gros, c'est l'automatique, quoi. C'est pour, on va dire, quand on a des robots, pour essayer de les piloter de manière automatique. Voilà. Et donc maintenant, Ariane Group, donc voilà, donc cette école m'a beaucoup plu. C'était super intéressant de voir tous ces domaines. C'est quand même pas du tout la même chose qu'on apprend au lycée, hein. C'est plus pratique, plus concret. Donc déjà, ça donne une meilleure vision de ce qui va se passer dans la vraie vie.
Et ensuite, là maintenant, à Ariane Group, je suis dans le secteur navigation, pilotage et guidage. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille sur le logiciel de vol de la fusée pour la piloter de manière automatique. Parce que bien sûr, il n'y a pas d'hommes dedans. Enfin, il y a des hommes qui peuvent aller dans l'espace, mais nous, c'est des fusées voilà, sans humain à l'intérieur. Donc, il faut la piloter automatiquement pour mettre du coup, un satellite autour de la Terre et qui va permettre, par exemple, le GPS. Ça, tout le monde connaît normalement pour la navigation, savoir où on est sur notre portable. Bon. Très bien. Et donc tu utilises quel type de compétences au quotidien? Enfin, c'est plutôt de l'informatique, de l'automatisation, comme tu disais? Oui, c'est ça. Donc, l'informatique, des mathématiques, pas mal. De l'informatique, oui. Des langages comme Python, MATLAB, du C. Et ensuite, bon, c'est de la physique aussi, c'est-à-dire qu'il faut comprendre comment voilà, on lance une fusée. L'atmosphère va entrer en jeu sur le corps de la fusée. Il va y avoir beaucoup d'échauffement en fait au moment du lancement. Donc, il faut quand même comprendre le système dans sa globalité. Donc, c'est ça, moi, je trouve qui est un cas intéressant, c'est d'aller discuter avec les différents secteurs, les différentes personnes. Chaque personne est assez spécialisée dans son domaine pour justement bien répondre aux besoins qu'il faut. D'accord. Donc, moi, au quotidien, c'est vrai que je suis devant mon ordinateur la plupart du temps. Et comme je suis jeune ingénieur, surtout, après, quand on devient un peu plus expérimenté, on peut être expert. Et donc là, on traite avec beaucoup plus de personnes sur des plus grands sujets. Mais oui, c'est la programmation. Mathématiques, hein, moi, c'est pas vraiment le logiciel en soi. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le logiciel. Je sais pas, c'est très clair comme ça. Oui, très bien. Et est-ce qu'il y a des innovations qui ont eu lieu ces dernières années ou est-ce que tu penses qu'il y a des innovations à venir qui peuvent bouleverser ton métier ou plus largement les métiers de l'ingénierie ou les métiers de l'industrie? Bah oui, hein, c'est sûr. J'ai regardé le replay du Visiotalk de la semaine dernière. Donc oui, forcément, il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de choses à faire. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. On pourrait commencer pour faire un peu rebond avec la semaine dernière par les matériaux. C'est vrai que les matériaux, c'est quand même un grand sujet. On en a besoin dans l'industrie, on en a besoin partout, hein, parce qu'un matériau, déjà, qu'est-ce qu'une industrie? C'est, ça, je vais donner une petite définition, c'est plus simple. C'est la production de biens grâce à la transformation de matières premières et à l'exploitation des sources d'énergie. Donc, il peut y avoir des industries électriques, par exemple pour l'électroménager, les PC, les ordinateurs, des industries chimiques qui vont travailler les matières premières, les molécules pour essayer, je sais pas, d'en sortir des médicaments pour la pharmaceutique ou voilà, il y a plein de sortes d'industries. Mais c'est vrai que les matériaux, on en a besoin pour construire. Donc, en fait, c'est un peu la base du métier. Et en fait, bon, il y a beaucoup de matériaux qui sont quand même des ressources qui seront sûrement épuisables un jour. J'avais lu un livre hyper intéressant qui s'appelait La guerre des métaux rares de Guillaume Pitron. Et il expliquait ça. Il expliquait que beaucoup de matériaux, comme ceux qui permettent de produire les panneaux solaires, voilà, on n'en aura plus à un certain moment. Donc, il faut essayer. Là, ça va être un grand enjeu parce qu'il va falloir essayer de se renouveler ou essayer de trouver d'autres alternatives, s'il y en a, pour continuer à construire ce qu'on souhaite. Et aussi, surtout, les matériaux, on les utilise, pour fabriquer. Donc, il faut aussi, on ne peut pas prendre n'importe quel matériau pour faire n'importe quelle machine. Il faut des matériaux qui soient malléables, qu'on puisse bouger, qu'on puisse voilà, qui soit aussi assez solide. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, quoi, que ce soit de manière d'utilisation ou de manière déjà en ressources. Qu'est-ce qu'on a à portée de main? Est-ce que c'est pas trop dur à aller chercher? Voilà. Donc, ingénieur en matériaux, enfin, travailler dans les matériaux, enfin, ingénieur matériaux, c'est peut-être un des métiers de demain pour tous ces secteurs-là. Et est-ce qu'il y a d'autres métiers qui sont porteurs ou d'autres innovations qui sont à prévoir dans les prochaines années? On parle, donc je vais être obligée d'en parler parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Le gouvernement, on va dire, parle beaucoup de l'industrie 4.0. Donc, c'est peut-être le moment de parler un petit peu. Qu'est-ce que c'est concrètement? Voilà, exactement. Qu'est-ce que c'est? Déjà, à la base, l'industrie, ça a commencé, donc, on va dire, il y a 150 ans avec le charbon. Donc, ça permis de construire des wagons, des machines à vapeur. Donc, déjà, on a pu se déplacer beaucoup plus facilement en France et dans l'Europe entière.
Ensuite, il y a le pétrole qui arrive avec l'électricité. Donc, on a pu déjà, produire de manière un peu plus, faire la production de masse. Donc, vraiment, produire à grande échelle et plus à petite échelle comme avant. Donc là, c'est l'industrie, on va dire, donc 1.0, après 2.0. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle ça comme ça pour un peu l'ordre chronologique. Et après, 3.0, donc il y a l'informatique qui est arrivée. Donc là, du coup, on a pu automatiser tous nos systèmes. Par exemple, dans une industrie, dans une usine, si on veut, je sais pas, Amazon, clairement, quand il essaie de livrer un objet à quelqu'un, tout est automatisé grâce à des ordinateurs. On sait qui a commandé l'objet, il paye en ligne et puis après, on lui donne il reçoit son objet chez lui. Enfin, tout est automatique et tous les process sont automatisés. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, voilà, il faut que cet objet-là soit envoyé le lundi matin chez telle personne, puis le lundi après-midi chez telle autre personne, pour essayer de gérer tous ces flux. Et maintenant, en fait, on arrive à l'industrie 4.0, qui est l'industrie, donc on dit, qui est vraiment l'Internet des objets. C'est-à-dire que on va encore plus loin. Pour moi, ça reste de l'informatique. Il n'y a pas non plus une énorme révolution. C'est juste qu'on va encore plus loin dans le sens où on va servir d'énormément de données. Par exemple, dans une usine, si il y a des pièces qui sont faites, et ben avec toutes les données, si on scanne la pièce, je sais pas, sur tous ces angles, avec toutes les données qu'on va réussir à accumuler, on va pouvoir, par exemple, trouver que voir cette pièce a une faille à un certain endroit, il y a quelque chose qui va pas. Et ça, on pourrait le faire de manière, du coup, informatique. À force on va dire, les algorithmes mathématiques qui vont permettre de faire la synthèse de toutes ces données pour en ressortir, du coup, on va dire que la pièce a été, par exemple, cassée à un certain endroit. Mais donc ça, il y a beaucoup d'écoles en ce moment, j'ai l'impression, en France, qui se développent sur l'intelligence artificielle. Après, moi, je trouve que c'est quand même un sujet assez spécifique, donc c'est hyper intéressant. Hein, il y en a plein qui sont passionnés. Après, ça reste un outil informatique, et je trouve que parfois on le dit pas assez dans le sens où ça va pas non plus tout révolutionner. C'est une aide, c'est-à-dire qu'il y aura toujours l'homme qui sera là pour dire à la machine quoi faire. Je veux dire, c'est nous qui programmons derrière. C'est pas la machine qui apprend toute seule. Et enfin, on dit souvent ça, mais pour moi, c'est un peu biaisé. Ça reste de l'informatique, ça reste un outil, un support au cerveau humain, parce que quand on a des milliards de données, le cerveau humain est incapable de tout calculer, donc on va s'aider de machines qu'on appelle intelligence artificielle. D'accord. Donc, Et parmi ces innovations, au niveau, donc tu parlais notamment de l'automatisation de toute cette partie-là, et même l'intelligence artificielle, est-ce que quelque part, ça peut, à l'inverse, ne pas créer d'emplois, mais en détruire certains? Est-ce qu'il n'y a pas un piège à ce niveau-là, ou tu penses que finalement, les créations d'emplois vont l'emporter? non, c'est une bonne question. C'est vrai que oui, moi aussi, j'ai un peu peur de ça, dans le sens où on a l'impression que oui, l'intelligence artificielle peut, à force de tout automatiser, finalement, on se dit qu'on n'aura plus besoin d'hommes, parce que c'est un peu ce que les personnes qui promouvoient ce domaine, je ne sais pas ce qu'ils cherchent à faire, mais en tout cas, et c'est histoire qu'il y ait de moins en moins d'hommes dans les usines et que tout soit géré de manière automatique par des robots, par l'intelligence artificielle. Donc oui, c'est vrai. Moi, une pièce cassée, par exemple, j'ai envie de dire, un homme, il le sait très bien, un technicien, il le voit. Il y a pas. Donc après, c'est peut-être aussi, je trouve, dans le spatial moins, parce que comme on fait on fait 6 lanceurs par an, donc c'est à petite échelle, je dirais. Dans les usines à très très grande échelle, ça peut être un support, ces outils. Je pense qu'il faut essayer de le voir comme ça. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression encore que ça détruit d'emplois, mais oui, c'est sûr que à force de mettre la machine. Après, les machines, c'est l'homme qui les entretient, hein, c'est l'homme qui va coder derrière, c'est lui qui va suivre un peu l'évolution. Donc, on aura toujours besoin d'hommes. Après, combien? Oui, c'est une bonne question. Ok. Il y a Juliette qui pose une question, qui demande, donc c'est aussi lié à ton parcours d'études, je pense, et ce que tu disais tout à l'heure, que c'était une école aéronautique, aérospatiale, mais finalement qui t'offrait une formation très généraliste, donc aussi de la mécanique, etc. Elle demande si tu conseillerais de choisir plutôt des formations d'ingénieurs généralistes ou de se spécialiser. Puis je rajouterais effectivement, est-ce que le fait d'être généraliste et de pouvoir rebondir peut-être en fonction des évolutions de métier, est-ce que c'est important, un choix à prendre en compte ou pas?
Oui, c'est vrai. Après, je pense que bon, ça dépend sûrement des personnes, hein. C'est vrai que moi qui ne savais pas trop ce que je voulais faire, je trouve ça hyper intéressant d'avoir justement une école généraliste qui me permet voilà, d'avoir appris plein de domaines, d'avoir plus une vue globale du système et de ne pas être trop spécialisé dans un voilà, sous-système, sous-système. À la fin, on voit même plus ce qu'on fabrique finalement. Mais après, je sais qu'il y en a qui adorent voilà, être hyper spécialisés, donc c'est un peu tout à chacun. Mais c'est vrai que oui, je me dis ça, je me dis clairement, comme dit Juliette, que le fait d'être généraliste, si un jour je peux travailler dans le spatial parce que voilà, c'est plus en ligne avec mes convictions ou que je veux voir autre chose, je pense que je peux voilà, aller dans le traitement de l'eau. Enfin, Après, il faut savoir se vendre en entretien, hein, c'est pas simple. Il faut quand même, mais je pense qu'une fois qu'on a eu une expérience professionnelle, qu'on a appris des choses, à mon avis, on peut toujours les revaloriser. Même si c'est dans un domaine complètement différent, on aura forcément appris des choses qui nous permettront de rebondir ensuite. Donc, voilà, quand on a 18 ans, qu'on est jeune, on ne sait pas trop vers où partir, je pense qu'il faut se lancer. Et il faut bien voilà, essayer quelque chose. Et ensuite, si on se rend compte avec l'expérience, avec un peu plus de maturité, que finalement, ça ne va pas dans le sens qui nous convient, on peut toujours changer. Enfin, il ne faut pas avoir peur de ça. Savoir à 18 ans direct comment on va changer le monde, enfin, je pense que c'est très dur. C'est pas, voilà, c'est normal de pas être, enfin, c'est pas possible, quoi. Du coup, c'est pas un mal de commencer par, voilà, voilà, par un domaine en particulier et ensuite de rebondir. Surtout en ce moment, on voit qu'il y a énormément de gens qui se reconvertissent. Je pense que voilà, vers 35 ans, 40 ans, il y en a plein qui se disent ah oui, là, j'ai vraiment envie de faire ça. Et finalement, avec la volonté, voilà, ils y arrivent. Oui, tout à fait. Bah, oui, c'est aussi le message qu'on lance chez Génération Zébrée. Il n'y a aucun souci. Il est possible de construire son projet d'avenir au fur et à mesure et éventuellement d'affiner ou bien même parfois de se réorienter quand on voit que ça ne correspond vraiment pas à son profil et d'avancer petit à petit et finalement de faire quelque chose qui nous plaît, parce que c'est l'essentiel. Ouais, Ok. Et donc, toi, tu pourrais donc rejoindre n'importe quel secteur, pas seulement des secteurs type aéronautique ou aérospatial, mais effectivement, même tant que c'est de l'ingénierie, tu peux rebondir. Oui, oui, exactement. Puis l'ingénierie, c'est tellement vague. Ça peut être fabriqué jusqu'à gérer les plannings. Enfin, c'est un peu, voilà, on peut faire beaucoup de choses. Donc non, non, je pense que enfin, voilà, moi, je regrette pas d'avoir fait ça. Voilà, franchement. Ok. Tout à l'heure, tu as évoqué un petit peu justement le sujet de la semaine dernière, donc sur l'écologie et les défis environnementaux qui se posent plus particulièrement à ce secteur de l'aérospatial. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'est vrai qu'à la fois, on peut se dire bah, c'est quand même quelque chose d'assez polluant d'envoyer une fusée, et puis surtout si elle se détruit, le but est juste d'envoyer un satellite. On peut se dire qu'il y a une sorte de poubelle aussi de l'espace, on laisse des satellites anciens qui continuent à être mis en orbite et finalement qui polluent l'atmosphère. On utilise des métaux évidemment pour construire tout cela. Et puis en même temps, à l'inverse, on peut se dire peut-être que c'est l'avenir, peut-être que grâce à nos découvertes scientifiques dans l'espace, on va pouvoir imaginer un autre futur, peut-être sur une autre planète, ou au moins, je ne sais pas, capter des ressources spatiales qui seraient intéressantes. Qu'en est-il? Oui, bah, c'est vrai que ce serait l'idéal d'aller chercher les matériaux sur les astéroïdes. Après, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on arrive à ramener même sur Mars, je crois, quelques grammes hein, de cailloux. Donc, nos systèmes ne nous permettent pas encore de ramener un astéroïde entier. Surtout que souvent, les matériaux rares, voilà, ils sont en petite quantité, quoi que les astéroïdes, peut-être en grande quantité, je ne sais pas vraiment. Mais donc, on n'en est pas encore là. Ce serait l'idéal. Mais je pense que bon, il faut mieux d'abord se concentrer quand même sur Terre. C'est comme Elon Musk voilà, qui veut coloniser Mars. C'est vrai que Mars, bon, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas d'eau. Enfin, maintenant, il y a un petit peu d'eau, mais bon, l'homme ne peut pas vivre sur Mars. Hein, donc, c'est vrai que c'est pour faire rêver un peu. Donc, ça peut être bien, mais je pense qu'il ne faut pas non plus se baser que là-dessus. Clairement, il faut regarder, faut regarder la Terre déjà en premier abord. Hein, c'est l'essentiel. Après, oui, l'espace, c'est sûr que ça pollue. Après, normalement, nous, à la base, on reste assez scientifique, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas non plus 36 000 satellites en orbite autour de la Terre. Sauf maintenant, malheureusement, je dirais avec encore Elon Musk ou Jeff Bezos, il y a environ 5 000 satellites autour de la Terre.
Là, du coup, ils veulent en mettre environ 40 000. Donc, on imagine bien que 40 000, ça commence à faire beaucoup. Surtout qu'après, ils entrent en collision entre eux, donc ça génère encore plus de débris. Donc, non, là, moi, je trouve qu'apré, bon, ça n'a un peu ni queue ni tête, quoi. Ça devient trop, enfin, ça devient plus du consumérisme que de l'industrie utile. Bon, après, c'est mon point de vue. Mais après, en fait, ce qu'il faut savoir en spatial, c'est qu'il y a quand même un droit du spatial. Et en France, on le suit quand même pas mal, c'est-à-dire que voilà, quand on envoie un lanceur dans l'espace, il faut être sûr que soit il y a certains objets qui se désintègrent dans l'atmosphère. Voilà, pour du coup, ils sont complètement désintégrés dans l'atmosphère. Soit il y a une orbite cimetière très, très haute en altitude. Donc là, on est sûr que les objets ne retombent pas avant des centaines d'années. Donc, voilà, il y a certains critères, on va dire, à vérifier. Ou pareil que quand un objet est inactif, il n'y a plus d'ergol dedans pour pas qu'il explose. Donc, il y a énormément de critères comme ça que nous, on doit valider. Ergol, pour les personnes qui Ergol, ne pardon, connaissent c'est le pas. carburant, en fait, dans la fusée. C'est comme la voiture, l'essence. Et non, tu fais bien. Et donc, il y a beaucoup de critères. Par contre, le souci, c'est que voilà, on dit qu'il y a un droit international de l'espace, mais finalement, il est très, très léger. Pour moi, je l'ai relu là récemment, il doit y avoir 5 lignes. Et du coup, là, en fait, tous les pays ont fait un peu voilà, ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, la Chine a heurté un satellite récemment, bon, que ça fasse des débris, voilà, ça leur est égal. Enfin, donc voilà, le problème, c'est qu'il n'y a pas que la France ou l'Europe, il y a tout le monde entier. Et donc, c'est là où ça devient, voilà, ça devient un peu le bazar. Et moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète. Donc, à l'avenir, je pense, en spatial, il y aura énormément de choses à faire pour. Voilà, je ne sais pas si on pourra gérer tout ça, mais ouais, je dirais que justement, que ça devienne un peu plus. Que comment dire, l'environnement est aussi important dans l'espace que sur Terre. Parce qu'après, si on ne voit même plus les étoiles, ça devient ridicule, quoi. Il y a justement Maud qui demande, parce que c'est vrai que c'est un avis assez étonnant, surtout de la part d'une ingénieure aérospatiale. Est-ce que tes collègues partagent ton point de vue? Et puis, je vais globaliser aussi en disant, est-ce que cette prise de conscience écologique qui est la tienne, ça fait partie des objectifs de ton entreprise? Alors déjà, pour la première question, je ne sais pas exactement, mais je pense. Je pense dans le sens où, là, le fait d'envoyer 40 000 satellites, c'est vrai que nous, d'un côté, ça nous fait du travail, parce que là, les Américains, du coup, vont nous demander, nous, on va être leurs clients, en fait, ils vont demander notre lanceur, notre fusée, pour lancer ces satellites, pour les mettre, ces satellites dans l'espace. Donc, c'est vrai qu'on est leurs clients. Donc, finalement, on a besoin d'eux à minima. Mais normalement, on vit aussi des fonds publics pour lancer des satellites scientifiques, donc météorologiques, d'observation de la Terre, voilà, ou d'autres satellites, ou des télescopes, par exemple, comme Hubble, pour observer les étoiles. Mais après, là, c'est vrai que le fait de lancer 40 000 satellites, c'est pour Internet, toujours. Alors, quand on sait que finalement, Internet, c'est surtout par la fibre ou ce qui passe entre les États-Unis et l'Europe. Je sais plus. Oui, c'est ça. Ah oui, les grands câbles sous-marins. Exactement. Donc finalement, c'est vrai que là, mes collègues aussi, ils se disent, bon, est-ce que ça sert d'avoir la Wi-Fi en fin fond du désert, quoi. C'est vrai que d'un côté, je sais que j'ai des amis qui venaient d'endroits, comment dire, dans des villages de France assez reculés. Et il y en a un qui m'a clairement dit que pour lui, ça avait quand même changé sa vie, enfin, d'avoir Internet, parce qu'il a pu se documenter, se ressourcer autant que d'autres personnes qui étaient en ville, par exemple. Donc, c'est vrai qu'en soi, je pense, voilà, il peut y avoir des positifs, il y a des points positifs, hein, mais voilà, ça peut faire trop. Bon, je ne sais pas si je réponds à la question, mais oui, mes collègues sont conscients aussi. Hein, Et est-ce que Ariane Group a une politique, je ne sais pas, pour réfléchir à soit à réutiliser les lanceurs, ou bien à expérimenter, trouver des innovations en lien, ou bien à utiliser des matériaux, je ne sais pas, plus légers pour avoir finalement après des débris dans l'espace qui risquent moins de nous percuter, d'avoir des conséquences plus tard, ou je ne sais pas, d'autres réflexions sur les matériaux utilisés aussi qui soient peut-être pas biodégradables, mais presque. Ce serait l'idéal. Après, c'est vrai que l'entreprise, pas beaucoup. Hein. Franchement, on est là, on essaie de se lancer dans les lanceurs réutilisables. Mais bon, finalement, ça peut réduire un peu, mais on fait toujours des lanceurs. Après, je pense que c'est comme beaucoup d'industries, c'est que finalement, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais peut-être un peu étonnant, mais c'est l'argent qui dirige tout.
C'est-à-dire que si on optimise, si on essaie d'optimiser notre consommation énergétique, si on essaie de trouver des matériaux non, biodégradables, là, ça serait quand même d'un point de vue écologique. Mais si on essaie de trouver des matériaux plus légers, des matériaux plus solides, plus légers, plus faciles à fabriquer, tout ça, ça va être aussi pour réduire les coûts. À terme, c'est toujours un peu la même histoire. Mais donc, non, pas que je sache. Après, il faut que j'essaie de me renseigner. C'est vrai que moi, dans mon domaine, bon, c'est assez logiciel. Donc, bon, il n'y a pas vraiment l'environnement. Bah voilà, c'est du numérique. Hein, donc, à part essayer de faire oui, la consommation énergétique, si, ils essaient de réduire. Mais d'un point de vue l'électricité, ça, maintenant, ça me revient. Parce qu'il y a des serveurs, forcément, avec des données. Donc, les serveurs, c'est assez énorme. Donc oui, ce genre de choses. Je pense qu'il doit y avoir peut-être des normes en ce moment maintenant. Voilà, ils essaient, c'est par exemple un truc peut-être bête, hein, mais à la cantine, bon, ils essaient de mettre qu'il manque de plastique, par exemple, des choses comme ça. Ça, c'est plus global, des entreprises assez variées. On a une question complètement différente de Nicolas qui s'y connaît bien parce que la question est assez longue et complexe. Au vu de l'émergence des nombreux nouveaux acteurs spatiaux, donc par exemple SpaceX, ça quasiment tout le monde connaît, je pense, Rocket Lab ou Blue Origin, travailler dans une structure telle que, on dit l'ESA ou l'ESA l'ESA permet-il de rester compétitif sur le marché, notamment sur les techniques et technologies utilisées? Là. C'est vrai que, et puis peut-être des questions complémentaires par rapport à tous ces nouveaux acteurs, ce qu'on appelle le New Space. Est-ce que ça te fait peur? C'est une concurrence pour Ariane Group ou à l'inverse, tu te dis que c'est des opportunités d'emploi? Est-ce que ça te fait rêver, par exemple, d'aller travailler, je ne sais pas, aux États-Unis chez ce type d'acteur? Qu'en penses-tu? Alors, du coup, je vais commencer par ta question. Enfin, je vais faire un peu les deux à la fois. Oui, donc c'est vrai qu'à la base, j'avais beaucoup des gros acteurs. Au début, ça a commencé le spatial avec la Russie et les États-Unis, avec la guerre froide. Donc, c'était vraiment très étatique. Donc, il y avait les Américains, les Russes. Après, il y a eu l'Europe qui est arrivée, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, même, je pense. Il y a de plus en plus d'États. Donc, c'est vraiment, le spatial, c'est un domaine assez étatique parce que c'est lié beaucoup à la défense, en fait, donc à l'armée. C'est pour ça que ça reste très c'est quelque chose, c'est gouvernemental comme domaine. Donc là, c'est vrai que maintenant, le New Space, c'est ce qu'on appelle New Space, c'est le nouvel espace, c'est parce qu'il y a plein de petites boîtes, on dit, le spatial se libéralise, il y a de plus en plus de petites boîtes qui émergent. Alors du coup, c'est vrai que je trouve que pour les grosses boîtes comme nous, parfois, c'est pas très agile. C'est vrai que ça peut être bien parce que ça nous booste un peu. Par exemple, on essaie de faire de pousser un peu plus la recherche, de faire des lanceurs réutilisables, de trouver de nouvelles technologies. D'un point de vue recherche et développement, ça peut être assez intéressant d'un point de vue technique et intellectuel. Après, c'est vrai que moi, ça me fait un peu peur aussi, dans le sens où on a bien vu, il y a beaucoup de délocalisation, hein, malheureusement, de l'industrie en France. Et donc, c'est vrai que d'avoir plein de petites sociétés comme ça, qu'est-ce que ça entraîne? Ça veut dire qu'il y a vraiment là, je le vois en ce moment, une chasse aux coûts. C'est-à-dire qu'on essaie de réduire les coûts, réduire les budgets pour rester compétitif vis-à-vis de ces petites boîtes. Alors que ce n'est pas possible parce que nous, on est des grosses boîtes, donc on ne joue pas sur les mêmes pieds d'égalité, on n'a pas les mêmes parts de marché. Finalement, nos clients ne seront pas les mêmes à la fin, pas forcément. Et donc, du coup, ça, je perds mes mots. Et du coup, le fait d'avoir toutes ces petites boîtes, donc ça libéralise le secteur. Du coup, on essaie de réduire les coûts au maximum. Donc, en réduisant les coûts au maximum, finalement, on va avoir moins d'argent. Donc, moins d'argent pour faire de la recherche, moins d'argent pour embaucher des gens aussi. Et finalement, quand on court après l'argent comme ça, qu'est-ce qui se passe? On prend des ingénieurs ou des techniciens ou n'importe qui viennent d'Europe de l'Est, de Roumanie ou de Chine, pour avoir un coût moins cher. Donc finalement, après, l'emploi, il se délocalise et il n'est plus en France. Donc ça, je trouve que c'est Et après, je pense que dans le spatial, à mon avis, ça n'arrivera pas tout de suite. Parce que justement, comme je vous ai dit, que c'est quelque chose de très... comme c'est un domaine vraiment étatique, le gouvernement, à mon avis, cherche à garder son indépendance à l'espace. Et donc, il ne laissera pas partir ce domaine. C'est comme l'armée, il ne va pas le laisser partir ailleurs.
Surtout qu'on ne se rend pas compte, mais c'est important de le dire quand même, c'est que, en fait, l'espace, si on a notre accès indépendant à l'espace, ça nous permet, en fait, la France de lancer n'importe quel le satellite qu'on veut dans l'espace. Donc, par exemple, si on veut se protéger ou observer le climat ou n'importe quoi, on est autonome. Et en fait, rien que d'être autonome d'un point de vue spatial, c'est très reconnu à l'international, ce qui fait qu'on a un poids après dans les décisions internationales, dans les décisions du monde entier. Et donc, finalement, on ne se rend pas compte d'avoir un poids dans les décisions, d'être reconnu comme une puissance. Si, par exemple, beaucoup de gens parlent de l'écologie et de l'environnement, si on n'a plus ce poids-là, on ne pourra plus faire valoir nos idées qui nous tiennent à cœur. Donc, en fait, tout ça, c'est assez lié. C'est vrai que c'est un peu complexe à comprendre comme ça, mais c'est la stratégie politique. Il y a beaucoup de stratégies politiques dans le spatial et je pense que dans l'environnement, c'est pareil. Donc, toi, tu as fait tes choix et notamment le fait de rejoindre Ariane Group plutôt qu'un acteur plus petit, que ce soit une de ces nouvelles startups ou bien un sous-traitant. Tu as fait ce choix parce que tu avais envie de contribuer à à cet aspect aussi géopolitique, etc., ou plus pour la sécurité de l'emploi, le fait que ce soit moins facilement délocalisable. C'est pour quelle raison? C'est vrai que tout ça, je ne le savais pas forcément quand je suis arrivée. Hein. On apprend au fur et à mesure. Oui, moi, à la base, c'est parce que, je pense que c'est assez classique, parce qu'Ariane Group était une entreprise reconnue. Comme tu dis, la sécurité de l'emploi. C'est le maître d'œuvre aussi de la fusée, donc ça permet vraiment de voir le système dans sa globalité. Mais finalement, c'est vrai que je me dis que oui, commencer dans une petite boîte, si on met à côté l'aspect délocalisation, libéralisation, elles y sont pour rien, ces petites boîtes. Hein. Ça peut être hyper intéressant, je pense. Sauf qu'autour des grosses boîtes, il y a des milliers de boîtes qui font des équipements. Par exemple, ils vont faire des capteurs, ils vont faire les câbles, la communication, les antennes. Enfin, il y a énormément de boîtes qui sont spécialisées. Donc, ça peut être aussi intéressant et d'avoir peut-être un peu plus d'autonomie que dans une grosse boîte. Quoi. Ok. Donc, il y a pas mal de secteurs. Ouais, c'est vrai que ça peut être assez porteur. Ok. Et justement, par rapport à cette délocalisation, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler au niveau de l'industrie en général, pas forcément sur l'aérospatiale, mais plutôt, je pense, aux industries lourdes, aux industries un peu anciennes comme, je sais pas, la métallurgie, le textile, etc. Bon, ça, c'est des industries qui sont parties ou qui ferment progressivement pour ouvrir ailleurs dans le monde. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même un futur, l'industrie a encore un avenir en France et pas seulement au poste d'ingénierie, mais également plus, je sais pas, dans la production, pas seulement la conception. J'espère. J'espère. Oui, oui, je pense qu'il y a toujours des usines. Chez Toujours Ariane Group, par exemple, la production. les usines sont Ouais. toujours, elles aussi, en France, ou c'est uniquement les bureaux d'études, les bureaux de conception dans lesquels tu travailles? Oui, non, dans le spatial, tout est en France ou en Allemagne, mais majoritairement en France pour le spatial. L'aéronautique, c'est un peu dans toute l'Europe. Oui, parce que comme je disais, comme c'est assez étatique comme domaine, ça attrait de la défense, c'est important d'être autonome. Du coup, dans l'État, garde le spatial en France. Donc, il y a des usines en Aquitaine qui font plutôt les moteurs, la propulsion, associées à Vernon, en Île-de-France. Et là, moi, je suis, c'est au Mureau, 40 km à l'ouest de Paris. Et là, on fait l'étage principal en fait, de la fusée. Quelques panneaux solaires aussi, je crois. Donc oui, il y a toujours des parties, il y a de la prod. Toi, tu travailles dans un lieu où il y a à la fois la conception, donc l'ingénierie, plus la production, donc plutôt des métiers de technicien, ou c'est ça, Oui. hein? Ah oui, tout à fait, il y a de tout. Donc là où je suis, il y a plus d'ingénieurs, mais on doit être, je sais pas, 2000 ingénieurs, il doit y avoir 500 techniciens. Enfin là, c'est un gros pôle. Mais il y a vraiment tout au même endroit. Donc moi, je trouve ça sympa parce qu'on peut voir du concret. Donc oui. Et puis après l'industrie du textile, comme on en parlait, j'espère que ça va revenir en France. Peut-être ça reviendra hein, maintenant que les gens veulent plus consommer local aussi. Peut-être que finalement, les industries ont été délocalisées, mais peut-être qu'elles vont revenir. Oui, c'est possible. C'est vrai J'espère. que dans certains secteurs, en tout cas, hein, on en parle. Oui, ça peut être une demande des consommateurs, mais aussi de l'État, par exemple. Je pense au secteur sanitaire qui est très mobilisé en ce moment. Et quand on s'est rendu compte qu'on ne fabriquait plus tellement de masques en France, mais que tout venait de Chine et qu'on était très dépendant d'eux
pour l'achat des masques et puis le transport, le temps que ça arrive, c'était des vies perdues concrètement. Donc, on a vu que c'était un enjeu stratégique également, le secteur de la santé. Et puis, ça peut aussi être d'autres industries pour d'autres raisons. Mais effectivement, quand tout est regroupé, par exemple, en Chine, dans un même pays, il suffit que les relations diplomatiques ou que le gouvernement devienne instable ou autre pour que ce soit très pénalisant pour nous, forcément. Exactement. Et puis, en lien avec la crise écologique aussi, si un jour, il n'y a plus de Oui. possibilité de transporter des matières premières de l'autre bout du monde ou des produits finis de l'autre bout du monde, ça fera peut-être évoluer les choses. C'est un peu bête, hein, parce que... Oui, c'est un peu bête parce que on est un des pays les plus, je pense, assez écologiques et qu'on fasse tout en Chine. Voilà, moi, je comprends pas trop. Hein, voilà, on utilise beaucoup de produits chimiques là-bas pour essayer d'extraire des matières premières du sol. Donc, c'est bon, c'est vrai qu'il faut mieux que ça revienne en France. Oui, ne serait-ce que pour les normes qu'on a, effectivement. Christian demande, est-ce que c'est un domaine ouvert exclusivement aux ingénieurs ou est-ce un secteur aussi ouvert aux licences professionnelles, par exemple? Toi, tu as fait des études d'ingénieur, mais est-ce qu'il y a des personnes, je ne sais pas, et dans ce cas-là, quel est le type de poste auquel elles peuvent prétendre chez Ariane Group? Licence professionnelle, c'est en 3 ans, c'est ça? Oui, exactement, c'est un bac plus 3. D'accord. Franchement, je pense que moi, je ne connais pas trop tout ça, Il y a les il faut que je me renseigne. DUT aussi, qui sont transformés en BUT, dans les IUT aussi, qui sont beaucoup professionnalisants. Oui, mais ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus que les écoles d'ingénieurs qui entrent en jeu. Hein. Il y a tous les DUT, BTS, la fac. Il y a pas mal. Les gens, j'ai l'impression qu'ils viennent. Voilà, il y a toujours beaucoup d'écoles d'ingénieurs, mais il y a au moins la moitié qui viennent de d'autres structures, de d'autres formations. Après, il y a aussi l'alternance qui peut être pas mal. Parce que là, du coup, oui, on a un alternant dans l'équipe. Et donc là, ça permet de travailler en même temps d'apprendre. Donc, ça peut être aussi une bonne opportunité. Après, le type de métier, je pense que ça va être, ouais, ça va être les techniciens dans l'usine. Donc, ça va être du coup tout ce qui est travailler sur tous les grands panneaux, par exemple, qui permettent d'assembler la fusée, toute les technologies d'intérieur. Je voyais quand je visitais l'usine, par exemple, il y a tous les câbles qui partent de partout. Je pense qu'il y a tout à l'assemblage, sûrement, à mon avis. Et dans ton bureau d'études, pour le coup, c'est uniquement des ingénieurs? Oui, Des là personnes qui aussi, ont fait des écoles. c'est tous les ingénieurs, ouais. D'accord. Mais après, je peux me renseigner sur les métiers plus précis, mais je pense que ça va être dans la zone d'assemblage. Ok. De toute façon, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On vous enverra le lien avec le replay et vous pouvez toujours me renvoyer un mail que je transmettrai à Alice pour des questions complémentaires si besoin. Comme ça, tu pourras te renseigner s'il y a des questions précises. Et effectivement, oui, il y a un certain nombre de métiers autres dans l'industrie et notamment les techniciens qui sont très importants, des opérateurs spécialisés également. Donc, et quel que soit le secteur industriel, c'est le cas voilà, également dans les industries lourdes, l'industrie de santé, la chimie, etc. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de l'aspect généraliste parce que c'est ce qui me correspondait. Mais c'est vrai qu'on a vraiment besoin de techniciens ou d'experts vraiment dans leur domaine. Hein, parce que, enfin, on ne fait rien sans ces personnes qui connaissent exactement le sujet. C'est sûr. C'est quand même l'ingénierie de pointe. Voilà, il faut quand même. Je pense qu'il y a des formations spéciales, peut-être spécifiques d'ailleurs, hein, à mon avis, sur ces sujets-là, sur tel ou tel système. Oui, tout à fait. Et on parle donc des techniciens et des ingénieurs, mais toi, tu es une ingénieure, on va dire. Tu es une femme ingénieure. Est-ce que c'est plutôt atypique ou alors ça commence à être de plus en plus mixte au niveau de l'aérospatiale et de l'ingénierie en règle générale? Je pose la question au niveau de ton métier, mais aussi peut-être avant, pendant tes études, est-ce qu'en école d'ingénieur, c'est l'image qu'on en a, avoir un peu, il n'y a que des gars voilà, qui veulent faire ça, ou est-ce que ça change un petit peu? Et puis, si c'est toujours... je te laisse d'abord répondre sur cette question-là. Oui, non.
Oui, oui, c'est sûr que du coup, dans ma promotion en école d'ingénieur, on était 120, il y avait 17 filles, donc c'est sûr que ça fait à peine 20%, hein, c'est moins de 20%. Donc, c'est pas beaucoup. Après, j'ai l'impression que bon, il y en a de plus en plus, mais c'est vrai que ça vient, enfin, comment dire, essayer en école, enfin, comment dire, de changer les mentalités en école d'ingénieur, et c'est déjà un peu trop tard en fait. Il faut vraiment jouer au collège, je pense, au lycée, pour que les gens, voilà, ils s'orientent et ils se rendent compte que c'est. Enfin, franchement, moi, je trouve que c'est un domaine passionnant. Il y a plein de choses à apprendre. J'ai jamais eu de soucis en tant que femme. Les jeunes générations, bon, il y a pas de soucis. Après, ça peut être avec les plus anciens, ils vont faire des petites blagues. Bon. Mais après, on sait que c'est pas méchant, c'est juste qu'ils ont été, voilà, ils viennent d'un peu d'une autre, voilà, ils viennent d'une autre époque un peu. Donc, c'était plutôt ça. Après, oui, en école d'ingénieur, c'est vrai, quand on se retrouve, on vient du lycée, on est jeune, on se retrouve avec beaucoup de garçons autour, ouais, ça forge le caractère, on va dire, Il faut quand même. s'imposer. Voilà, il faut s'imposer. Mais après, bon, c'est du positif. Et après, bon, j'aime pas trop ça, parce que j'aime pas trop tout ce qui est quota, parce que ça tue un peu la méritocratie, mais aussi être une femme sur un CV, ça peut faire la discrimination positive finalement. À CV égal, entre un homme et une femme, on préférera sûrement prendre la femme parce que justement, il n'y en a pas assez et que c'est bien que le monde soit à peu près équilibré. D'accord. Donc, c'est plutôt un point positif pour le recrutement, en tout cas. Il n'y a pas de discrimination, au Oui, contraire. franchement, je pense que ouais, je pense que c'est même positif. Et franchement, il n'y a aucun souci, hein. Là, je suis dans une équipe assez jeune, donc non, au contraire, hein, c'est positif. Mm. Ok. Bon, bah, si des lycéennes, par exemple, qui nous écoutent ce soir ou des collégiennes, bah, n'hésitez pas à rejoindre ce genre de filière. Vous êtes les bienvenus. Au contraire, trouvez encore plus facilement du travail. Donc, ne vous mettez surtout pas de barrière. Voilà, il faut également des femmes dans ce secteur. Et plus généralement, d'ailleurs, dans les secteurs industriels et puis les métiers d'ingénierie, c'est vrai qu'il y a encore un manque de femmes d'une façon générale. Donc, c'est une bonne chose, voilà, le message qu'on voulait porter. Alors, je vois une nouvelle question de Nicolas. Comment votre métier va-t-il évoluer d'ici votre retraite? Oh, oula, c'est c'est pas facile de se projeter à si long terme. Oui, bah, ça dépend quand les changements arriveront. Euh, Bah, je pense qu'à une dizaine d'années, à mon avis, ça va rester un peu la même chose. Enfin, la même chose. À mon avis, on est encore dans l'ère du numérique pour le moment. Comment mon métier va évoluer? Alors, dans le spatial, c'est vrai qu'il va y avoir quand même des grands défis, hein, avec, comme on en parlait, avec la libéralisation du spatial, le tourisme, tous ces satellites qu'on lance. Est-ce qu'il va y avoir des parts de marché pour la France et pour l'Europe? Est-ce qu'on va trouver des clients? Donc déjà, j'espère que la boîte va perdurer. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être aussi, oui, comme j'en parlais, dans les matériaux, la propulsion, surtout la propulsion. Si La on... propulsion, c'est réfléchir à de nouveaux lanceurs, c'est ça? Qui réussissent mieux, enfin, qui ont un meilleur taux Oui, une d'ordonnaissance. meilleure rentabilité, par exemple. Aussi parce que, comment dire, dans la propulsion, il faut des matériaux spécifiques aussi. Donc, voilà, si on est à court de ressources, on peut dire que c'est un des enjeux aussi de notre siècle. Comme la voiture, quand il n'y aura plus d'essence, voilà, on parle de la voiture électrique, voiture à hydrogène. On pourrait dire que dans le spatial, ce serait pareil. C'est pas facile comme question. J'essaie d'imaginer. J'espère que. Vous vous projetez sur du long terme dans le secteur spatial, non? Vous faites des projections pour voir un peu ce qui va être le futur. Dans la boîte, bah déjà, là, à court terme, on a le développement d'Ariane 6, donc la nouvelle fusée. Et c'est vrai qu'il va falloir décider, je pense, l'année prochaine. Il y a une ministérielle européenne qui est en train de décider ce qui se passe ensuite en Europe. Est-ce qu'on essaie de faire une nouvelle fusée avec d'autres capacités, voilà, ou plus énergétiques, ou qui répondent plus au marché actuel, qui est de lancer plein de satellites. Ou si on fait du réutilisable, ou si on décide d'aller sur la Lune comme la Chine ou les Américains. Ça peut être des choses comme ça. Après, je ne sais pas trop exactement ce qui sera décidé. Après, je pense qu'un des grands enjeux là aussi, ça va être on parle de la guerre souvent de l'espace. C'est-à-dire que chaque pays en fait, a des satellites dans l'espace qui permettent d'observer un peu tout ce qui se passe. Et voilà, c'est un satellite, par exemple, enfin, il y a des pays qui
si un satellite est détruit d'un pays, bon, j'espère que ça ne sera pas un incident diplomatique non plus, mais voilà, il y a beaucoup d'observations. On va dire que aussi la boîte, bon, c'est un peu fouillis, mais la boîte, elle met pas mal de télescopes aussi autour de la Terre pour observer les satellites en orbite, savoir où ils sont exactement, justement pour éviter les collisions au maximum. Donc, on peut les faire manœuvrer depuis le sol. Donc ça va être en expansion, hein, c'est sûr. Donc, c'est assez intéressant comme domaine. Après, à plus long terme, je ne sais pas. Après, c'est vrai qu'il y a tous ces enjeux géopolitiques, on n'en a pas trop parlé, mais effectivement, traditionnellement, il y avait les grands acteurs de la guerre froide et puis l'Europe également. Et puis finalement, maintenant, il y a des nouveaux acteurs comme la Chine notamment qui se développent également très fortement sur ces secteurs-là avec un fort appui gouvernemental. Oui, ils sont même allés sur Mars là, récemment. Avant, il n'y avait que les Américains, maintenant, il y a eux. Donc, c'est vrai qu'à l'avenir, on se demande un peu, voilà, je suis curieuse de savoir un peu comment tout ça va évoluer. J'espère que l'Europe restera dans la course. Justement, comme je disais, on pourra avoir un poids stratégique, un poids géopolitique mondial. Après, oui, c'est sûr que si dans 10 ou 15 ans, bon, il y a des problèmes de ressources, là, ça chamboulera tout le secteur, hein, ça c'est clair. Après, voilà, c'est difficile de savoir exactement comment. Alors, on a une question de Sacha qui nous disait au début, peut-être avant que tu arrives, qu'il est très intéressé, qu'il est au lycée et qu'il est très intéressé par l'aéronautique et l'aérospatiale depuis un bout de temps et qu'il aimerait connaître les différents métiers dans ce domaine, l'avenir du secteur, pour pouvoir trouver la formation et le métier qui fera vibrer tous les jours. Donc, sacré projet. Et là, il pose une question. Est-ce qu'un ingénieur peut travailler autre part que dans des bureaux d'études? Une autre question encore, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Alors oui, un ingénieur peut travailler autre part que dans les bureaux d'études. Hein. C'est vrai que souvent, on commence par le bureau d'études, je veux dire, pour se former, pour apprendre, parce qu'un ingénieur, c'est avant tout quelqu'un de technique. Donc, pour savoir quand même de quoi on parle, pour être crédible à l'avenir, voilà, on dit généralement qu'il faut commencer par 5 ans de bureau d'études pour bien creuser le domaine. Mais ensuite, et concrètement, juste pour préciser, pour les personnes qui ne connaissent pas, un bureau d'études, qu'est-ce que c'est en 2-3 mots? Oui, un bureau d'études, c'est... on va dire par opposition à la partie production d'une industrie, ça va être la partie où on conçoit les systèmes. Par exemple, imaginons on va inventer un nouvel avion. C'est là où on va réfléchir, alors comment on le fabrique, quelle longueur il aura, comment seront ses ailes, qu'elles seront triangulaires, rectangulaires, est-ce qu'on va utiliser tel ou tel matériau, quel moteur on va prendre. Voilà, c'est toute la réflexion, je dirais, avant de l'assembler, de le produire, d'acheter tous les composants qu'il faut. Et de le mettre en œuvre. Donc, en gros, les bureaux d'études, on appelle ça bureau d'études parce que souvent, c'est des ingénieurs dans des bureaux voilà, qui réfléchissent. Ça, c'est au début de leur carrière. Ils sont dans les bureaux et après, qu'est-ce qu'ils font? Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, je dis ça. Bon, j'essaie d'être assez objective. Hein, c'est un peu une ligne, avoir une ligne directrice. Et ensuite, ensuite, on peut... Soit on choisit le domaine nous plaît, on choisit de devenir expert. Donc là, on reste dans les bureaux d'études et on creuse un domaine pour vraiment se spécialiser. Et après, on devient la référence dans le domaine. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que du coup, on est la personne référente qui est sollicitée. Ou sinon, on peut faire du management d'équipe. On peut manager une équipe d'ingénieurs ou une équipe de techniciens, ou ça dépend si on préfère être à la prod pour que ce soit un peu plus opérationnel. Donc, voilà, on peut faire du management de personnes. Après, on peut aussi gérer des projets. Ça veut dire quoi? Clairement, ça veut dire faire la synthèse. Par exemple, imaginons, j'ai un équipement, un capteur qui permet de me connaître la position du lanceur. Donc, voilà, j'ai mon capteur dans le lanceur. Si je veux savoir, si je veux faire le lien entre ce capteur, du coup, je passe par un câble et ensuite l'ordinateur de bord qui va calculer en fait qu'est-ce que doit faire ce capteur. Bon, il faut bien toutes ces interfaces. En fait, il y a beaucoup d'interfaces dans un système. Et après, on peut être aussi quelqu'un qui gère un peu les interfaces. Et ce qui est intéressant, c'est quand on aime avoir un point de vue un peu plus global, que du coup, on va parler avec différentes personnes et être sûr que tout soit bien mis en cohérence. Un peu comme un chef d'orchestre, quoi. Donc là, c'est différents métiers. Bon, c'est vrai que quand on est au lycée, ça fait un peu vague. Hein, mais une fois que vous serez dans le monde du travail, je pense que vous comprendrez.
Il n'y a rien de hyper compliqué, c'est un peu toujours la même chose. Et pas Après, c'est peut-être gérer les d'inquiétude. plannings, le management aussi, parce qu'imaginons, voilà, ce que je disais tout à l'heure, imaginons on a remporté une appel d'offres, il nous faut 3 personnes pour travailler sur voilà, ce projet, et on n'a pas 3 personnes, il faut embaucher des personnes du coup, donc il faut les recruter, il faut les former. Après oui, quand on est ingénieur, on peut former aussi, on peut être formateur. Parce que c'est un métier aussi de Euh, cadre, donc c'est pour ça qu'il y a du management parfois oui, pour ouais. certains. En tout cas, pour présenter les Donc je fais différents ça. métiers, je vais peut-être partager justement l'écran avec le site de Génération Zébrée. Est-ce que vous voyez mon écran actuellement? Oui. Oui, très bien. Bah, c'est parfait. Alors, donc, générationzébrée.fr, donc c'est un site pour vous aider justement à trouver votre orientation. Donc, Sacha, ça pourrait peut-être t'intéresser. Alors, il y a 2 possibilités. Là, a priori, tu sais déjà ce que tu aimerais faire. Donc, tu peux choisir d'emblée la filière qui te correspond. Donc, ici, école d'ingénieur, a priori. Et tu peux trier les écoles si tu voudrais étudier dans une ville en particulier, si tu préfères une école privée ou publique, par exemple. Et en fonction, tu vas avoir des résultats avec différentes pages pour pouvoir comparer les écoles. Surtout, par exemple, au moment où tu passeras les concours, si tu es admis dans plusieurs écoles, il faudra comparer. Donc, il y a à la fois des écoles donc, vraiment généralistes, c'est-à-dire donc, qui forment à l'ingénierie en général, la mécanique, l'informatique, l'automatisation, etc., comme par exemple celle-là. Donc, c'est bien précisé et le champ est très large. Après, tu peux très bien évoluer après une école généraliste vers le secteur aéronautique ou aérospatial. Ou bien, il y a d'autres écoles spécialisées. Donc, par exemple, super-héros en aérospatial. Enfin, il y a différentes écoles. Et c'est comme chimie. Là, ça va être une école spécialisée en chimie. Purpan, une école spécialisée pour les ingénieurs en agroalimentaire et environnement. Donc ça, c'est quand on sait déjà ce qu'on veut faire. Et quand on ne sait pas encore, on peut faire tout un test de personnalité, un test d'orientation et découvrir des métiers, ou bien accéder directement au métier. Alors, je ne vais pas faire le test maintenant, mais pour vous montrer justement, parce qu'on a parlé de plusieurs métiers, notamment ingénieur matériaux, si ça vous intéresse. On a parlé de la R&D, la recherche et développement un petit peu. Il y a aussi d'autres métiers. Donc, parmi les techniciens, le responsable de fabrication ou de conditionnement en usine. Donc, pour avoir plus de détails, vous voyez, ingénieur calcul, en fait, il existe énormément d'ingénieurs en mécanique, en informatique, en géologie, en aérospatial. Ah, tiens, allons sur la fiche ingénieur aérospatial qui parlera au plus de monde. Donc, on retrouve Alice dans une vidéo qui présente son métier et on a le détail des missions, les débouchés, les écoles qui sont préconisées, les types de diplômes recherchés dans ce secteur. Donc, ça peut vous donner des informations complémentaires. Effectivement, après, on a différentes fiches métiers disponibles. Donc, n'hésitez pas à creuser encore le sujet des métiers, notamment sur le site de Génération Zébrée. Et donc, pour information, on clôture le cycle de Visiotalk inspirant dans 15 jours, donc le mercredi 16 juin. Et on va recevoir donc Anaïs Georgelin, comme je le disais au début, qui va nous parler de construire le monde du travail qui vous ressemble. Donc là, c'est vraiment un sujet très large qui va parler à tout le monde et ça sera très inspirant et elle va redonner aussi de l'espoir et enfin, je pense que ça va être très chouette. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour dans 15 jours. Ah oui, je vois que Louis a posé une question. Bon, on prend cette dernière et après, on va clôturer parce qu'il est déjà 19h. Est-ce que le poste d'expert vous intéresserait? Tu aimerais, parce que c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de pourquoi pas, il y a possibilité de se spécialiser, notamment en bureau d'études et d'être la référente dans un domaine. Est-ce que ça te dirait Moi, moins, je pense. Après, c'est vrai que je comprends. Enfin, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que du coup, on pousse vraiment un domaine jusqu'au bout. Donc, on en connaît vraiment tous les tenants et les aboutissants. Moi, moins, je pense. Je préfère. Ouais, je pense. J'aime bien voir pas mal de domaines. Donc, je préférais voir autre chose. Et on peut être expert en quoi, par exemple, chez Ariane Group? Là, on peut C'est être une partie expert. de la fusée ou c'est expert sur un matériau? C'est expert par rapport à quoi?
Cet expert, oui, sur des parties de la fusée. Donc, ça peut être expert sur la propulsion, donc pour les moteurs. Ça peut être expert en mécanique des structures, donc pour la structure, qu'elle soit assez solide, qu'elle tienne les chocs, qu'elle soit assez robuste pour le lanceur. Ça peut être expert, donc dans mon domaine, ça va être guidage, navigation, pilotage. Donc, connaître tous les algorithmes mathématiques qui permettent de piloter automatiquement le lanceur. Du coup, on va savoir que, par exemple, si on a un lanceur qui part comme ça, si on braque trop par là, c'est-à-dire si on tourne trop le lanceur, voilà, il va perdre en stabilité, donc il va exploser, quoi, il va partir. Donc, un expert est capable de se dire, bon, alors là, non, il ne faut pas qu'on fasse ça. Après, il va y avoir expert en quoi? Expert en équipement, parce qu'il y a des équipements de navigation, il y a des équipements pour la communication, pour qu'on reçoive des mesures de la fusée au sol, en fait. Il y a une communication qui se crée. Pas mal de choses, hein. C'est vraiment, et parfois, il y a des domaines très spécifiques. Par exemple, on peut être expert en tuyères. Les tuyères, c'est comment dire, c'est l'ouverture, on va dire, en dessous des moteurs, qui est un peu comme un cône, comme ça. Et il y a les gaz, en fait, on va dire le carburant du lanceur, comme l'essence du lanceur qui s'échappe et qui fait qu'on pousse le lanceur vers le haut. Donc là, voilà, il y a des experts qui savent, parce que c'est comme un gros système, il y a des câbles partout. Et donc, il y a des gens qui savent exactement comment tout ça fonctionne. D'accord. Et voilà, il y en a, et c'est vrai qu'on peut creuser certains sujets des années, des années, des années. Hein. Ouais. Puis on voit que derrière, donc c'est énormément de métiers différents sous le nom d'ingénieur. En fait, ça recoupe des métiers très différents. Donc tu vois, Sacha aussi, tu vois qu'il y a plein de métiers accessibles après ce type d'études. J'espère que ça t'a donné des idées. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ne pas hésiter à retourner sur le site de Génération Zébrier ou à poser aussi des questions par mail qui viendraient par la suite et je les transférerai à Alice. Eh bien, merci à vous tous et merci en particulier à toi, Alice, pour ton intervention et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Merci à toi.